célébrons cette année l'année Molière pour les 400 ans de sa naissance. Et c'est pour cette raison que le Festival d'impro de Paris a demandé à un Belge de venir vous expliquer tout ça. C'est logique, où va le monde? Nous partons en voyage, nous partons à la cour de Louis XIV. Louis XIV est de tous les souverains de l'histoire de l'humanité celui qui a eu le règne le plus long, puisqu'il a été roi pendant 72 ans, 72 comme on dit dans les pays barbares. La reine d'Angleterre, à titre de comparaison, on est à 70. Peut-être qu'Élisabeth va détrôner Louis XIV, mais en tout cas, parmi son long règne, Louis XIV se méfiait assez fort de la noblesse de France, puisque comme les moyens de communication n'étaient pas ceux qu'on avait aujourd'hui, eh bien si vous vouliez envoyer un courrier à Marseille, même avec les meilleurs chevaux du roi, il fallait 17 jours pour que la missive arrive et 17 jours pour que ça revienne. Donc les nobles complotent allègrement dans leur coin. Et là, Louis XIV, qui était directement inspiré par Dieu, a eu une idée géniale. Il s'est dit, je vais réunir l'entièreté de la noblesse de France autour de moi, comme ça je les aurai à l'œil. Il a transformé les nobles en les emmenant à sa cour en courtisans. Et ces courtisans, comme ils ne pouvaient plus comploter et magouiller contre le roi, eh bien, j'aime autant vous dire qu'à Versailles, on s'ennuyait comme des rats morts et il a fallu occuper tous ces gens. Et c'est pour ça qu'on va assister à un incroyable développement de toute forme artistique dont on a encore des conséquences aujourd'hui, puisque on va faire développer l'architecture avec le château de Versailles, les jardins à la française, la gastronomie française, la joaillerie française, la haute couture française, la coupe du monde. Non, parlons pas de ça. Faut le dire vite, hein. Et on va évidemment développer aussi le théâtre, et c'est là que Molière entre en jeu. Molière et le roi se connaissent très très bien et s'apprécient beaucoup, parce que Molière avait repris la charge de tapissier du roi, c'est-à-dire qu'il s'occupait uniquement de la chambre du roi pour qu'elle soit picobello, avec les plus belles étoffes, les plus beaux tissus, etc. Donc le roi assiste carrément au lever Molière assiste au lever du roi, et ces deux-là s'entendent très bien. Et Molière, qui est un courtisan comme les autres, va essayer de se placer chez le roi en disant « Dites, Majesté, vous savez que je suis auteur de pièces de théâtre, metteur en scène et comédien, et donc si vous voulez, je peux vous faire un petit truc pour vous amuser. » Et le roi va dire « Eh bien, monsieur Molière, qu'il en soit ainsi, et vous allez nous écrire des comédies. » Et là, Molière s'arrête, parce que le genre qui était à la mode à l'époque, c'est les tragédies. On est à l'époque de Racine, de Corneille, etc., où on débitait des vers comme ça à n'en plus finir. Et demander à un auteur d'écrire une comédie, c'est comme si on demandait à Steven Spielberg de réaliser un épisode de Plus belle la vie. Vous voyez un peu le gap. Mais bon, Molière va s'exécuter, parce que si on ne s'exécute pas, on est exécuté. Et pour notre plus grand bonheur, Molière va se mettre à écrire des comédies. Et c'est ça qui est révolutionnaire dans le théâtre de Molière, c'est que lui, pour l'instant, nous, ça nous semble être du théâtre classique, mais lui, il faisait du théâtre contemporain. Il parlait de sujets de l'époque, avec des gens de l'époque. Et tout le monde va en prendre pour son grade, la bourgeoisie, la noblesse, etc. Il va se mettre tout le monde à dos. Molière s'en fout, car il ne doit plaire qu'à une seule et unique personne, à savoir... Comment peut-on mettre autant d'intelligence dans aussi peu de personnes? Je vous admire. Et c'est donc cette comédie de Molière que nous allons improviser ce soir, enfin quand je dis nous, c'est surtout moi, et je vais avoir besoin de votre participation, parce que dans les comédies de Molière, il y a un seul et même enjeu par comédie. On a l'avarice avec l'avare, on a les hypochondriaques avec le malade imaginaire, on a des femmes qui voudraient avoir de l'esprit avec les femmes savantes ou les précieuses ridicules. Bref, est-ce qu'il y a un trait de caractère que vous voudriez voir développer ce soir? La gourmandise. La jalousie, la gourmandise. La nostalgie. On va prendre la gourmandise. Alors si vous voulez d'autres caractéristiques, il y a sur ma page Facebook, voilà, toutes les dates présentes. Et ça s'appelle Molière et vous, comme ça vous serez informés. Et peut-être qu'un jour on parlera de nostalgie, etc. Bref, nous allons définir les personnages de cette pièce en commençant par le maître.
Le maître, il a un statut social assez funky, puisqu'il est le maître de ses valets et de tout son personnel, donc il peut les battre, il n'est pas obligé de les payer, les syndicats n'existaient pas à l'époque, certains diront c'était le bon temps, on en parlera après. Le maître est aussi le père de ses enfants, ça veut dire qu'il peut les marier au gré de ses envies ou de ses intérêts. Les enfants n'ont rien à dire. Certains diront c'était le bon temps, on en parlera au bar après. Et le maître est aussi le mari de sa femme, et donc il a tous les droits. On en parlera après. Mais il y a quand même un karma. Le maître est en général con comme un manche. Voilà. Alors, mademoiselle Kyrié, pouvez-vous me donner la première syllabe de votre prénom? E. D'accord. Et même question à vous. C. C. Et même question à monsieur. M. M. E-C-M. Ok. Voici le nom de notre maître aujourd'hui. E-C-M. Pourquoi pas. Alors, ce maître est-il marié ou est-il veuf? Veuf, d'accord. Est-ce qu'il a des enfants? Oui. Bon, garçon, fille, un peu des deux. Un garçon et une fille. Comment s'appellerait la fille? Eugénie. Eugénie. Voilà. Et madame, un nom de garçon? Moi? Ok, il va s'appeler moi. On va faire avec, hein. Alors, maintenant que nous avons mis les maîtres en bleu, nous allons mettre en vert les valets. Alors, les messieurs qui arrivaient en retard, discrètement, est-ce que vous pourriez me donner le prénom de votre grand-père? Raïm. Raïm. Voilà un bon nom de valet. Hop. Ok, et monsieur avec le t-shirt blanc, le prénom de votre grand-mère? Pas facile, hein? Thérèse. Thérèse. Parfait, on avance. Alors, à Eugénie ou moi, est-ce qu'on pourrait leur trouver un amoureux ou une amoureuse qui s'appellerait? Cliandre. Cliandre. Un homme. Voilà, on va mettre un petit cœur, comme ça vous saurez que c'est l'amoureux. Alors, il y a encore des personnages assez intéressants que je vais marquer en rouge. Ce sont les méchants. La fiancée de moi. Pardon? La fiancée de moi, il n'a pas de fiancée. Ben bon, on verra. On verra, il y a toujours moyen de fiancer. Vous verrez. Alors, pour les méchants, vous pouvez me donner des prénoms. Ce qui revient assez souvent en ce moment, c'est Vladimir. Je ne sais pas pourquoi. La saison dernière, on avait beaucoup de Donald. Mais vous pouvez balancer des noms de vos ex, etc. Ils vont prendre cher. Hein. Donc, Jean-François Victor. C'est les 3 ex de madame. Hein. Jean Farid. Oui, bah attendez. Jean-François Victor est un méchant. Alceste. Et une méchante. Louise. Louise. Ça sent les vieux dossiers. Parfait, on a presque terminé. Et il y a encore un emploi chez Molière. Ce sont des personnages qui ne sont même pas nommés. C'est juste un hallebardier, un ceci, cela. Est-ce que vous pourriez donc me donner un métier qui existait à l'époque de Molière? Donc pas conducteur de drone, pas développeur web. Remouleur. Vous êtes vraiment pas organisé. Un tourneur. Un palefrenier, allez. Bien, donc, résumé, dans cette comédie qui aura pour thème la gourmandise, nous aurons ECM qui est un maître, il a 2 enfants, Eugénie et moi, Raïm est un valet, Thérèse est une servante, Clitandre est un amoureux, Jean-François Victor est un méchant, Louise est une méchante et il y aura un palefrenier qui va intervenir.
dans la première scène, mesdames et messieurs, qui voulez-vous voir de ces personnages au jeu? Et je mettrai ça ici. ECM et Thérèse. ECM et Thérèse, sa servante. Parfait. Ceci étant posé, nous allons pouvoir frapper les 3 coups. Quoi, vraiment? Eh bien oui, j'en conçois l'affaire de telle sorte que je reste et j'entends être maître chez moi, Gourgandine. Mais c'est que, monsieur, je ne fais qu'obéir aux ordres, et vous me demandâtes tout à l'heure de ne point vous faire de déjeuner, car vous vouliez perdre quelques kilos, et il semblerait que le vent fit changer telle girouette l'option que vous aviez à propos de ce matin. Voilà donc une bien criarde babillarde. Et pour quelle raison obscure, Thérèse, entends-tu avoir de l'esprit et contredire les ordres de ton maître? C'est que de l'esprit, je n'en ai point. Je n'ai guère fait d'études, monsieur, et je m'en voudrais de vous mettre en courroux. Et c'est que, voyez-vous, depuis toute petite, je suis obligé et habitué à exécuter les ordres. Mais parfois, monsieur, je dois vous en faire la confidence, vous êtes quelque peu inconséquent dans vos propos. Inconséquent dans mes propos, alors a-t-on vu pareil, Gourgandine? Veux-tu que je te rosse? Car si je n'ai pas à l'instant de quoi me substanter, j'aime autant te dire que tu vas tâter de ce bâton et que tu pourrais bien avoir quelques vertèbres en toutes directions. Oh, monsieur, vous me rossâtes hier. Et j'en ai encore les genoux tout enflés. Et la bosse que j'ai sur le dos était la semaine dernière quand vous avez trouvé votre gigot trop cuit. Mes orteils tout écrasés. C'était le potage. Et là, c'était le bouillon. Et nous avons ici une confiture que vous usiez fort à propos et que j'aurais dû faire en plus grande quantité. Je ne suis plus un garde-manger, monseigneur. Je suis pétri de douleur. Et tu vas te taire! D'abord, commence à me servir du vin. Ne me rossez pas. Tu es sotte! Gaspiller ainsi du nectar. Vois-tu ce que tu m'obliges à faire? Viens donc ici. Il se trouve que tout à l'heure viendra dans cette maison un homme d'exception et d'excellence et que je compte sur lui pour épater sa visite avec quelques mets de choix. Et je compte sur toi et sur cet imbécile Raïm pour aller faire des courses et me ramener les meilleures victuailles quel qu'en soit le prix. Je m'y efforcerai, monseigneur. Oui, tiens, paf! Non, je veux dire que toute victuaille mérite un salaire et que si je n'ai pas d'argent, je ne pourrai rien vous ramener. Tu t'arrangeras avec mon crétin de fils. Lui pourra te donner quelques équipes. Ah non! Disparais et que je ne te vois plus. Oh. Je ne fais que me retirer, monsieur. Oh, j'entendais pas. Dois-je faire entrer? Thérèse est partie. Qui va arriver? Moi. Je fais entrer.
c'est moi. J'ai croisé Thérèse. Elle partait en courant et elle me tendit la main et je lui fis une petite claque amicale. Tu as bien fait, moi. Moi, j'aurais fait autant. Mais j'en ai fait autant. Non, je dis que moi aussi. Ah, moi aussi. Je viens aux ordres, mon père. Avez-vous quelque chose à me recommander? Oui. Va surveiller la petite Thérèse, ainsi que le fourbe Halim, car il serait bien avisé qu'il ne dépense à point toute ma fortune en victuailles excessives. Je veux du bon, je veux de la qualité, je veux de la gastronomie digne de notre grand et beau pays. Chouette, monsieur. Et attendez-vous de la visite? Oh, j'aime bien quand il se passe quelque chose dans cette maisonnée, car comme je n'ai guère la lanterne dans toutes les pièces, il se trouve que comme je ne lis point et que je ne sais pas tenir une conversation, parfois je m'ennuie. Oui, justement, moi, je voulais te parler de la chose. Tu me mets en émoi. Et il se trouve que tout à l'heure viendra quelqu'un, et je compte sur toi, moi, pour te tenir quoi? Bien, va chercher en ville le seigneur Jean-François Victor. Oh, tu le gâteras de douces et belles paroles. Et tu lui demanderas de venir ici séant, afin que je puisse le recevoir de la belle manière, et que nous puissions deviser d'affaires, car ventre plein n'a pas d'oreille, et quand il n'y a pas d'oreille, on signe. Je suis un fourbe, mais un fourbe malin. Oh oui. Dommage que ce ne soit point héréditaire. J'aurais bien aimé moi aussi être un fourbe malin. On m'aurait dit, hé, c'est moi le fourbe malin. Ok, moi est parti. Qui arrive? Cliente. Cliente. Monsieur? J'ai vu votre valet sortir et il avait laissé la porte ouverte. Je me permets alors de franchir le pas de votre porte, monsieur, pour vous faire une déclaration importante. Oh, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Cliandre et je suis officier de la garde du roi. On me dit bien fait. Et la plupart des jeunes demoiselles que je rencontre se tombent en pamoison, rien qu'à mon regard de braise. Voilà bien un discours de jeune Godeluro. Mais voyons ce qu'il peut prétendre. Eh bien, monsieur, je vous écoute. De quoi cela s'agit-il? Il faut que je regoute. Ah, ça fait du bien. Alors, quel est donc le sentiment qui vous accorde le droit de passer ma porte sans être annoncé? C'est que, monsieur, j'aime. Et j'aime une personne que j'ai suivie en rue, de manière discrète, et qui ne l'était guère longtemps, car chaque fois que je passais et qu'une demoiselle me regardait, elle tombait évanouie. Et à la fin, sur l'allée du marché, elles étaient 16 à tomber comme ça. On eût cru une épidémie d'amour, monsieur. Ah, effectivement, c'est gênant. On croit que la peste revient, et non, c'est l'amour. L'amour est une maladie. J'étais comme ça il y a fort longtemps. Bon, et à part faire évanouir des jeunes filles, Gredin, que voulez-vous? Eh bien, il se trouve que une jeune fille que je suivais, mais qui n'avait point remarqué ma présence, puisqu'elle pouvait continuer à marcher, est rentrée dans cette maisonnée. Alors, je me suis dit, peut-être la connaissez-vous? La seule que je connaisse, c'est ma fille à moi, Eugénie. Ah, Eugénie, ça me va. On aurait pu s'appeler Louison ou Margot, mais Eugénie est un doux prénom, et quand pourrais-je rencontrer cette Eugénie? Tu ne la rencontreras pas. Voilà donc des manières
On s'annonce comme ça, on frise de la moustache, on fait l'hidalgo, et on voudrait pouvoir épouser ma fille en un claquement de doigts. Ça se mérite une fille comme ma petite Eugénie. Et je ne voudrais pas qu'un gredin de toute espèce, un espèce de vil flatteur, aille mettre ses mains pleines de doigts sur ton petit corps nubile. Un petit corps nubile, dites-vous. Je suis sûr, monsieur, que nous pourrons faire affaire et chaque chose ayant un prix, je reviendrai tout à l'heure. Et j'espère que vous aurez l'occasion de me la présenter. J'aimerais faire ample connaissance et voir si elle s'évanouit juste à la présence que je lui regarderai. Ça ne veut rien dire, hein, ça. Enfin bon, je vois l'intention, je remettrai les mots en ordre tout de suite. Allons, cassez-vous, gredin, et que je n'ai pas à vous revoir avant que j'eusse parler à ma fille et de voir si le cœur qu'elle emporte pourrait se téléporter jusque chez vous et éventuellement construire avec la bénédiction de Dieu un quelconque hymen qu'il mettrait sur la voie du bonheur. Je n'ai rien compris non plus. Mais soit, monsieur, je reviendrai. Hop. Cliandre est parti. Qui va arriver? Louis. Qui ça? Eugénie. Eugénie. Monsieur mon père, avez-vous rien à me dire? Le bonjour. Non. Que vous tournez. Si vous voulez tourner, ma fille, tournez. Mais n'oubliez pas de refaire des tours dans l'autre sens, car sinon vous serez totalement tourneboulé. Et je m'en voudrais que vous fassiez tourner l'esprit. Approche ici, Eugénie. Nous allons faire un petit test. Ton vieux papa et toi. Je vais te regarder. Et dis-moi si tu t'évanouis. C'est le curieuse attitude. Soit je vous regarde. C'est une nouvelle manière de saluer. Oh, j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Ma journée est faite. Ce n'est pas cela. Vous attendiez autre chose de moi, mon petit papa. Dites-le-moi. Oh, pardonnez mon ignorance. Je sors à peine du couvent. Que dois-je faire? Eh bien, tu dois t'évanouir. C'est une incompréhension que, avec ce charme naturel que j'ai, tu ne t'évanouisses point. Il faut s'évanouir. Est-ce bien, dites-moi. N'en fais-je pas trop? Aurais-tu vu ma fille, dans un parage autour de quelques lieues de cette maisonnée, un homme qui fait s'évanouir toutes les femmes à son passage? Non, mais on me l'a raconté. Et on me l'a décrit d'une grande beauté. Il paraît qu'il a des yeux, et deux en plus. Ce qui ne gâche rien, c'eût été dommage d'avoir un aussi bel œil et d'être borgne. Et puis, il a de haute stature, il est officier de la garde du roi, et il a de grandes épaules, une jolie moustache. Et je dois me dire, monsieur, qu'il m'a envoyé un billet. Un billet, dis-tu, à mon insu. Et qui t'a fait parvenir ce billet? C'est Raïm, monsieur. C'est lui qui se charge de tout le courrier clandestin qui entre et qui sort de cette maison. Il lui fait rentrer dans sa cave secrète des bonnes bouteilles de vin, des gigots, des rôtis,
Alors je comprends qu'il n'y ait plus rien dans le garde-manger, car dans la cave, près des sacs de blé, c'est une caverne d'Ali Baba de la gastronomie. Et c'est là que j'entrepose tous mes petits billets, que Raïm m'envoie et que je lui donne, que je lui confie, afin de faire les réponses. Il y en a là-dedans. Il y en a un peu trop à mon goût. Attends, j'entends des pas, reste là, et nous aurons tout à l'heure, toi et moi, une certaine conversation. Qui va arriver? Ah! Monsieur! Je viens aux ordres. Vous m'avez dit qu'il fallait que j'aille faire des courses au marché. Et je sais que Thérèse est déjà partie, mais je suis venu chercher de l'argent, monsieur, car c'est le nerf de la guerre, voyez-vous. Le nerf de la guerre, dis-tu. Oh, je sens croître en moi une ire qui risque d'atteindre des sommets, pendant que ma patience décroît au même rythme que ma colère augmente. Oh, je vois que monsieur a ses humeurs aujourd'hui, et qu'il faudrait peut-être un quelconque sirop pour que monsieur puisse retrouver ses esprits. Je vous en prie, faites comme chez vous. De quoi s'agit-il? Il s'agit, coquin, que certaines personnes m'ont dit que tu cachais de la nourriture dans un cellier souterrain et que de grandes quantités de bouteilles de vin s'y trouvaient aussi, et qu'en plus d'être un maraudeur de fruits secs, de pâtés et de légumes, tu te faisais aussi facteur du cœur. Moi, monsieur. Elle a parlé, la sotte, l'idiote, mais comment peut-on mettre autant de bêtises dans une seule fille nubile? Oh, Raïm. Il ne s'évanouit point. Est-ce normal? Attends, ma fille, je vais te le faire évanouir. Viens donc ici, donne ton dos. Donne ton dos, dis-je. Et 1, et 2, et 3, et 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. Je saurai me venger de ces coups ingrats et injustes. Ah, paix, monsieur. Ah, oui, je consens. Vous êtes une terreur et j'irai, si vous voulez, puiser dans mes humbles réserves pour vous préparer un dîner. On m'a dit que vous attendiez quelqu'un. Alors, je vais retourner là-bas tout en me pétrissant du cou. Oh, ma pauvre Thérèse, nous partageons un dur sort, vous et moi. Oh, mon Dieu. Il va se venger, celui-là, ça je dois vous le dire. Alors, Raïm est parti, qui va arriver? Louise. Louise. Un méchant. Mon ami, j'ai cru entendre que vous étiez courroucé. Il se trouve que j'adore les hommes courroucés. Oh oui. Vous me voulez courroucer? Oh oui. Oh, mon cheval fougueux. Courroucez-moi. Courroucez-moi et je vais vous susurrer quelques petites choses à l'oreille. Oui. Vous voulez que je me courrouce et que vous susurriez? C'est courroux contre susurre. Exactement. Courroux contre susurre. Peut-on dire les choses de meilleure manière? Votre fille est là. Bonjour, ma chère et tendre. Ça ne marche point non plus. Pouvez-vous demander à votre fille de retourner dans ses appartements, mon ami, car je voudrais vous susurrer quelque chose. Allez, ma fille, retournez à vos occupations. Je vais me faire susurrer. Oh oui. Oh, susurrez-moi. Susurrez-moi, je serai courroucé. Voilà bien une chose telle que je l'entends. Car, monsieur, voyez-vous, avant que je vous
susurre. Il se trouve que j'ai une petite dette qu'on me demande d'honorer. Et vous savez que pour honorer les choses, je suis experte. Je suis experte en honoration. En honoration. Et de combien s'agit-il pour vous n'honorer et se faire susurrer par vous, et que je me mettasse en courroux. Mettassez-vous en courroux. Voici le montant de la somme. Je vous demanderai de le régler d'avance pour que je puisse vous susurrer. Oui, susurrer. Il y a beaucoup de zéros. Oui, mais un zéro, ça ne compte pas. Qu'est-ce qu'un zéro quand on a un héros fougueux, et qui voudrait se faire honorer de susurrage? Oui, repassez tout à l'heure. Oui, je préparerai la somme et je demanderai à mon nouveau meilleur ami, celui qui a 3 prénoms, de bien vouloir m'avancer la dite somme afin que je puisse susurrer avec vous. D'accord, mon ami. Je vais mettre un petit déshabillé plus simple et je reviendrai tout à l'heure pour susurrer. Au revoir. On se retrouve de nouveau tout seul. Louise est partie. Eugénie est partie. Et ECM se retrouve tout seul. Qui arrive? Jean-François Victor. Mon ami, mon doux, mon cher, mon éternel ami, depuis l'aube claire jusqu'à la fin du jour, je suis votre éternel ami. Dites donc, je m'interroge, je ne voudrais point entrer dans des considérations bassement matérielles d'une maison qui ne me considère guère comme un étranger, mais je viens de voir une catin des Cathy sortir de votre établissement. Non, ce n'est pas une catin des Cathy, c'est... c'est Louise, ma loulou. Elle veut me susurrer des choses. Méfiez-vous, monsieur, car on raconte qu'elle est peut-être... enfin bon, on y reviendra tout à l'heure. Dites-moi, monsieur, on m'a dit que vous vous faites cachotier. Est-ce comme ça qu'on traite ses amis de longue date? On m'a raconté que vous aviez des petits secrets dont vous ne me vouliez pas faire la part afin de me réserver une quelconque surprise. Est-ce là, mon ami, la manière dont on traite celui qu'on se considère comme frère? C'est que oui, je l'avoue, JFV, je peux vous appeler JFV, nous sommes amis. C'est que je voulais vous faire une petite surprise d'un festin, voyez-vous, afin que, après avoir mangé moult pâtés et toutes sortes de bonnes choses, afin que je vous fasse verser du vin plus qu'il n'en faut, vous entriassiez dans une certaine somme d'ivresse et que je puisse vous faire signer des papiers en toute quiétude. Voyez-vous comme je suis un fourbe malin? Fourbe, oui, monsieur. Malin. Car, laissez-moi vous conter un petit détail de stratégie. Si vous souhaitez m'enivrer de la sorte et me faire perdre la tête avec un quelconque flacon, il eût été, monsieur, plus judicieux de ne point me tenir au courant de votre projet, car il eût pu que je me méfiasse. Cela est vrai. Oubliez, monsieur, ce début de conversation. Refaites votre entrée. On efface tout et on recommence. Il est encore plus sot que je ne le croyais. Bien, monsieur, je refais mon entrée.
Oh là, monsieur, je viens de voir une catin des catis. Oui, non. Refaites sans la catin. Eh bien, monsieur... Voilà. Bon, eh bien, puisque c'est réglé, à tout à l'heure et revenez pour le souper. Une bonne tête de champion. J'y vais, c'est parti. Qui va arriver? Le palefrenier. Bien, monsieur, je suis venu parce que... On m'a dit que vous aviez besoin d'un palefrenier. Un palefrenier. Qui vous a dit ça? C'est votre valet, Raïm, qui m'a dit, oh, le vieux débile a besoin d'un palefrenier. Fais-lui croire quelque chose et tu pourras lui extorquer quelques sous. Eh bien, Raïm s'est trompé, dégagez. Soit, monsieur, mais je repasserai parce que Raïm m'a dit de repasser. Hop, je débarrasse du palefrenier. Qui arrive? Moi. Thérèse. Thérèse. C'est notre petite servante. Voici, monsieur. J'ai ramené de quoi manger, de quoi boire et toutes sortes de bonnes choses. Je vais aller en cuisine et... N'avez-vous point vu un palefrenier qui venait? C'est un ami de Raïm. Bien entendu. Et je lui dis de partir, car je veux à moindre frais composer ce menu dont je parlais tout à l'heure et enivrer quelqu'un qui ne se doute de rien. C'est que, monsieur, je vais faire mon possible. Combien serez-vous? Alors, il y aura moi, il y aura Eugénie, et alors JVC, l'homme aux 3 prénoms, et alors une certaine demoiselle dont tu ne dois pas connaître le nom. Ah, ça fait beaucoup de personnes. Eh bien, je repars, monsieur, et je reviendrai avec les victuailles que vous me demandâtes. C'est un bien curieux jour aujourd'hui, et je trouve le maître assez fébrile. Mais je tirerai ça au clair. Hop, qui va arriver? Moi. Et qui d'autre? Les Raïm. Les clients. Bon, Raïm les rêvera aussi, ne vous inquiétez pas. Est-ce vrai, monsieur? Oh, mais c'est un énorme prodige. Oh! Entendez-vous cela, monsieur mon père? Ce monsieur Cliandre prétend, avec son regard, faire étaler des jeunes demoiselles avec la beauté de ce regard. Oh, m'apprendrez-vous, monsieur, une telle tactique? Je peux en tout cas essayer, monsieur. Et je suis ravi, mon ami, que... monsieur, vous daignez me faire revenir, car j'ai entendu que vous faisiez un festin. Et ne me dites rien, je vous épargne la difficulté de m'inviter, je m'invite moi-même. Voilà, n'est-ce pas là le rôle d'un futur gendre que de tirer son beau-père de l'embarras. Et je vous faciliterai la vie une fois que j'aurai vu votre petite donzelle nubile. Oh? Allez-vous, monsieur, épouser ma sœur? Oh? Je serai donc votre beau-frère? Ce sera bien la première fois qu'on me qualifiera de beau. Et moi, je soutiens ce projet de mariage. Et vous m'apprendrez toutes vos techniques secrètes pour faire boum, 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 boum avec les donzelles. Nous verrons, moi. Oui, moi je vais bien voir. Je suis tout content. Monsieur, quand mon père reçoit des invités de marque tels que vous, je me mets ici dans un coin et il m'a dit sois aussi silencieux qu'une plante. Alors je me tais. Et
Mais ce n'est pas grave qu'il y ait des conversations importantes, car comme je n'ai point la lanterne dans toutes les pièces, je ne comprends rien. Et eussé-je compris un traître mot de ce que vous allez raconter, je ne m'en souviendrai pas d'ici quelques minutes. C'est très bien, moi, restez là. Alors, monsieur, que dites-vous? Ce que je dis, monsieur, c'est que vous pouvez tenter de participer à notre banquet, mais qu'il faudra d'abord que ma douce et tendre fille, la jolie Eugénie, consente à ce mariage. Croyez-moi, monsieur, elle y consentira. Foi de mes moustaches, j'en fais mon affaire. Eh bien, monsieur, je serais curieux de voir ceci. Et d'ailleurs, voici venir, dégagez un petit peu, je ne vois pas bien la porte. Ah, voici venir qui? Eugénie. Eugénie. Voici venir Eugénie, que je vois grâce au petit miroir que j'ai placé dans l'entrée. Ah, viens donc ici, ma fille. Voici mon père. J'ai changé de robe comme vous me l'avez demandé afin d'être jolie. Elle est effectivement très nubile. Moi, regarde, et prends-en de la graine. Qu'est-ce qu'il fait? Et qu'est-ce qu'il fait? Fin! Oh mon sang! Enfin, vous ne disiez point le faux! Ma fille, mon Eugénie, la voilà comme morte! Père, Eugénie a chu. Oui, j'ai vu qu'Eugénie a chu. Et qui a chu boira. Tu as raison, Eugénie a chu, on boit. Monsieur, je vous demande de ranimer ma fille à l'instant. Eh, monsieur, il n'y a qu'un moyen de ranimer votre fille. C'est ce que tous les contes de fées nous racontent depuis des générations de générations. Et je veux bien ranimer votre fille à la manière d'un prince et d'un prince dans un conte et légendes. Il paraît qu'une fille ayant croqué dans une pomme et qui n'était point Ève dut être réveillée par un tendre baiser. Ah, oui, je n'ai pas envie que vous embrassiâtes ma fille sans son consentement, mais je voudrais bien aussi qu'elle se réveille, car mon fidèle ami doit venir ici, et s'il trouve des filles étendues comme ça, inconscientes, dans mon salon, cela risque de faire fort mauvais présage. Ah, oui, monsieur, mais promettez-vous-le moi, pourrais-je l'épouser? Peut-être, éventuellement, je ne sais guère, c'est une possibilité, maybe. Oh non, oh, voilà encore quelqu'un qui arrive. Thérèse. Thérèse. C'est que, monsieur, je voudrais savoir, souhaitez-vous un rôti ou un bouillon? Ça commence à être encombré chez vous, monsieur. C'est incroyable, c'est fabuleux. Oh mon Dieu, c'est plus une maison, c'est un moulin qui arrive. Oui. Quoi? Louise. Mon courroucé, c'est votre susurreuse. C'est votre susurreuse. Ah, la voilà, monsieur, la catin d'Hécatie dont je vous parlais tout à l'heure. Et qui pourrait bien essayer de vous mettre le crapin dessus. Et j'imagine, enfin je n'ose imaginer, qu'elle vous ait fait le coup du susurrage avec le billet muni de nombreux zéros. Oui, tout à fait.
Oh, oh mon Dieu, mais que serais-je sans vous, Clitandre? Cliandre, enfin bon, Cli-Cli. Je me rends compte maintenant que c'est une diablesse en personne. Faites-vous le coup du regard qui tue. Mais après, je m'occupe de la demoiselle nubile. Oui. Ça ne marche guère, monsieur. Oh, voyez-vous, comme il est méchant avec moi, mon doux étalon. Oh, il essaye de me faire son regard de braise, et ça ne marche guère. Ah, bon sang, oui. Et je me retrouve avec deux demi-cadavres, et ces deux-là qui s'écharpent à coups de regard de braise et de mamelle à vachie. Oh, mon Dieu, comment peut-on se tirer d'une telle situation? Si au moins il y avait... Il y avait qui? JFV, le roi. Ouais, Jean-François Victor. Ah, mon bon ami, pardon, Catin Décati. Je suis venu dès que j'ai pu et j'ai entendu j'ai respiré les fumées. C'est que, oui, monsieur, bon, la situation est un petit peu complexe, car tout le monde s'effondre. C'est à cause de... Cliandre, enfin Cli-Cli. Le connaissez-vous? Non, monsieur, je ne le connais point. Monsieur, je me présente. Je m'appelle Jean-François Victor. Et moi, je m'appelle Cliandre. C'est une hécatombe. Je deviens fou dans cette maisonnée. Oh non, il ne manquait plus que celui-là qui arrive. Avec le bachelier. C'est pas le premier arrivera aussi. Eh bien, monsieur. Oh là, pardon. Que se passe-t-il ici? Mais c'est Cliandre au regard de braise. Monsieur, c'est un homme fort méchant. Je le reconnais. Et Raïm, je promets, si tu es d'accord, de pouvoir faire tout ce que tu veux. Tu auras ta cave au cellier et tu auras tout si tu résous cette situation. Eh bien, justement, monsieur, j'ai un ami palefrenier qui pourra embarquer tout ça. Je lui ai demandé de venir tout à l'heure en prévision de tout cela. Eh ben oui, maintenant je reviens. Bon alors, la petite servante, on la prend ici. Et l'autre là-bas, le ficus, je le prends aussi. Non, laissez là le ficus. Et le monsieur avec son chapeau, vous pouvez l'embarquer également. Eh bien, monsieur, et merci, Raïm, de me donner un coup de main. Eh bien, Raïm, monsieur, enfin bon, j'ai mis à jour toutes vos prétentions. Et vous, Jean-Louis Victor, Jean-Louis David Véranda, bon, vous menez Cli-Cli. Cli-Cli. Vous qui faites des regards de braise qui ne marchez pas avec la Catin Décati, eh bien, je vous ordonne de vous marier tous les deux. Ah oui, car j'en ai le pouvoir, je suis le maître dans ma maison, et il en sera ainsi. Ça, nous voilà mariés ensemble. Oui, mais dites moi aussi, hein. Hé, monsieur, pourrais-je vous demander une petite faveur, vu que j'ai réussi à embarquer tous ces... Enfin bon, voilà, une fois que Thérèse sera réveillée, et je connais un moyen de la réveiller, pourrions-nous, éventuellement, avec votre bénédiction... Oui, d'accord, qu'il en soit ainsi. Et vous, Cli-Cli, réveillez ma fille, je vous la donne en mariage. Qu'il en soit ainsi, monsieur. L'amour toujours triomphera. Je me sens tout réveillé.
Oh, c'est vous.